Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices de conscience. Je vous salue avec gratitude et présence en ce spécial Halloween, un espace où les voiles s'amincissent, où les récits deviennent portails et où les âmes se rencontrent au-delà du visible. Merci d'être là, fidèles, curieux, éveillés. Merci pour votre attention vibratoire, votre écoute profonde et votre soif de vérité pendant que vous vaquez à vos réalités quotidiennes. Dans cette émission, nous avons tissé la table ronde en trois mouvements. D'abord, un regard sur les enjeux du Moyen-Orient, non pas dans la polarisation, mais dans la conscience. Nous avons évoqué les lignes de fracture, les mémoires collectives, les appels à la justice et à la dignité humaine. Une invitation à voir au-delà des récits figés. Puis, nous avons traversé les mystères d'Agatha Christie, gardienne des secrets, tisseuse d'énigmes, femme de silence et de révélation. Son âme nous a offert un message de veille, de réparation et de transmission. Enfin, nous avons plongé dans l'univers de Stephen King, scribe des seuils, alchimiste de l'ombre, passeur de récits qui guérissent. Son message d'âme nous a rappelé que l'horreur peut être un passage et que la vérité se cache parfois dans ce que l'on n'ose pas dire. Merci de marcher avec nous dans ces territoires sensibles, puissants et nécessaires. Que cette émission vous accompagne comme un miroir ou une clé. Et puis, merci d'être là. Notre table ronde de Céleste cette semaine porte sur la conscience concernant les tensions au sujet du Moyen-Orient. J'ai convoqué 6 âmes puissantes que nous avons fait dans des émissions antérieures, chacune porteuse de visions uniques, d'une mémoire incarnée et d'une sagesse transhistorique. Alors, la guerre Israël-Gaza, les souffrances humaines, les racines spirituelles et politiques du conflit et les chemins qui mènent vers la guérison. Alors, j'ai invité Cléopâtre, reine d'Égypte, diplomate du seuil, gardienne des alliances, Simone de Beauvoir, philosophe de la liberté, de l'éthique et de la responsabilité collective. C'est important pour moi de mettre deux femmes dans l'équation Moyen-Orient. J'aurais voulu faire une parité, mais bon, j'ai presque la parité. Je reçois aussi l'âme de Joseph d'Arimathie, gardien du passage, porteur du sacré, témoin silencieux de la dignité humaine. Napoléon Bonaparte, parce que ça prend un stratège impérial, un maître du terrain et de la centralisation du pouvoir. Puis John F. Kennedy, parce que ça me prend un porte-parole américain, puis on a juste deux présidents américains qu'on a fait. L'année prochaine, on va en ajouter d'autres lors du spécial États-Unis. Mais là, j'ai invité John F. Kennedy, qui est un visionnaire de la paix, un artisan du dialogue en temps de guerre froide. Et puis, Léonard de Vinci, humaniste universel, penseur de l'unité et de la beauté comme voie de réconciliation. Je me suis dit que ça pourrait faire changement de mettre sa lumière sur la situation. Alors, le Moyen-Orient est aujourd'hui un carrefour de douleurs, de mémoires fracturées, de guerres qui durent et de peuples qui souffrent. La guerre Israël-Gaza ravive des blessures anciennes, des injustices non guéries, puis des colères sacrées. Mais au-delà des géopolitiques et des frontières, il y a des âmes qui pleurent, qui résistent et qui espèrent. Donc, chacun vient offrir sa lecture, sa mémoire, sa solution, non pour imposer, mais pour ouvrir des chemins. Alors, notre diplomate du seuil, Cléopâtre, dernière reine d'Égypte, se présente non comme une figure de pouvoir, mais comme une gardienne des seuils. Elle parle depuis un trône invisible, celui de la mémoire incarnée, de la souveraineté vibratoire et de la diplomatie sacrée. Elle regarde le Moyen-Orient comme un empire brisé, non par manque de puissance, mais par perte de dignité. Elle voit des peuples anciens, des Égyptiens, des Palestiniens, Israéliens, Syriens, Libanais, porteurs de savoir, de spiritualité, de traditions millénaires,
mais aujourd'hui divisée, manipulée et colonisée. Elle reconnaît dans la guerre Israël-Gaza une rupture d'alliance sacrée, un effondrement du pacte entre les peuples du Levant. Elle ne parle pas en termes de géopolitique, mais en termes de fréquence collective. Pour elle, la paix ne peut être imposée par des puissances extérieures. Elle doit émerger des racines vivantes, des mémoires partagées, des douleurs reconnues. Elle appelle à une restauration vibratoire du tissu régional, puis en énergie, il s'est déposé un tissu régional vibratoire. C'est pas juste quelque chose qu'elle a dit, mais c'est quelque chose qu'elle a placé aussi en énergie. Vous pouvez le voir, rouge scintillant avec des lueurs de rose. Puis il y a d'autres niveaux, c'est multidimensionnel. Chaque niveau a sa couleur et ses particularités dans ses codes. Bref, elle propose de restaurer des alliances régionales fondées sur la reconnaissance mutuelle des souverainetés, sans ingérence extérieure ni instrumentalisation religieuse. Elle propose également de créer un conseil de femmes du Levant composé de sages israéliennes, palestiniennes, syriennes, libanaises et égyptiennes, les gardiennes de la paix, les tisseuses de vérité et les médiatrices incarnées. De réhabiliter les temples de mémoire physique et invisible pour que chaque peuple puisse raconter son histoire sans être effacé ni réduit à une caricature. Puis sacraliser Jérusalem comme un cœur spirituel partagé, gardé par les trois grandes traditions abrahamiques, non comme un territoire à posséder, mais comme un sanctuaire à protéger. De réintroduire les rituels diplomatiques où chaque négociation devient un acte sacré, chaque traité une offrande et chaque rencontre un seuil. Elle nous donne un message pour nos vies. Elle s'adresse à nous comme à des souverains endormis. Elle nous invite à reprendre notre trône intérieur, à gouverner nos vies avec dignité, discernement et beauté. Elle nous dit, ne vous excusez plus d'être puissant. La douceur n'est pas soumission. La beauté n'est pas distraction. Soyez stratège, soyez souverain, soyez incarné. Apprenez à lire les jeux d'influence, à tisser les alliances sacrées, à protéger vos royaumes intérieurs. Le monde ne manque pas de force, il manque de finesse. Vous êtes les gardiens de cette finesse. Je vous rappelle que chaque mot est une négociation, que chaque regard est un traité, un silence est une frontière. Elle nous exhorte à ne pas confondre pouvoir et domination, mais à incarner un pouvoir vibratoire, celui qui protège, relie et élève. Elle nous invite à honorer nos lignées, à écouter les voix de nos ancêtres, à transmettre des héritages de sagesse plutôt que des blessures. Elle nous encourage à ritualiser nos engagements, à bénir nos décisions et à sacraliser nos relations. C'est une reine qui ne demande pas la paix, elle l'impose par sa présence. Et vous êtes tous appelés à régner sur votre propre royaume. Et elle fait une bénédiction sur les guerres parce qu'elle trouve que c'est vraiment un fléau sur Terre. En fait, nos, tous nos invités le trouvent. Mais chacun va faire sa bénédiction sur les grands pour l'amoindrir, à augmenter le rose, une belle boule de protection dorée aussi par la même occasion. Alors elle dit qu'elle bénit que les empires cessent de se nourrir du sang des peuples, que les alliances soient tissées par les femmes, les sages et les enfants, que les frontières deviennent des jardins, que les trônes deviennent des hôtels de justice. Je bénis les terres fracturées, les cités assiégées, les peuples dispersés. Que votre mémoire soit restaurée, que votre dignité soit honorée, que votre souveraineté soit sacrée, que les armes se transforment en instruments de musique, que les murs deviennent des fresques, que les cris deviennent des chants, que chaque soldat retrouve son humanité, que chaque victime retrouve sa voix, que chaque peuple retrouve son droit d'exister sans peur, que les négociateurs soient des poètes,
que les diplomates soient des mères, que les chefs d'État soient des gardiens de la vie, que la paix ne soit plus un rêve, mais une loi sacrée. Enchaînons avec Simone de Beauvoir, la philosophe de la responsabilité, si on peut dire. Elle ne parle pas en dogme ni en slogan, elle parle en conscience, en lucidité, en engagement. Elle regarde le conflit Israël-Gaza comme une faille éthique, un miroir de notre lâcheté collective, une fracture dans notre capacité à penser avec justice. Elle voit la déshumanisation des Palestiniens, la peur instrumentalisée, la mémoire juive utilisée comme justification, et elle refuse de choisir entre deux douleurs. Elle ne cherche pas à équilibrer les torts, elle cherche à reconnaître les souffrances, à nommer les oppressions et à réhabiliter la pensée complexe. Sa vision du Moyen-Orient est comme un laboratoire de vérité, un lieu où les récits s'affrontent, où les identités se figent, où les enfants héritent de blessures qu'ils n'ont pas choisies. Elle dit que nous avons laissé les oppresseurs définir la vérité, que nous avons confondu sécurité et domination, mémoire et justification, justice et vengeance. Elle propose de reconnaître les crimes des deux côtés sans relativiser la souffrance, sans instrumentaliser les morts, sans effacer les voix. De créer une charte éthique transnationale rédigée par des philosophes, des survivants, des artistes, pour redéfinir les principes de dignité, de justice et de coexistence. Elle rappelle aussi qu'éduquer à la complexité dès l'école pour que les enfants ne grandissent pas dans la haine, mais dans la capacité à penser, à nuancer, mais surtout dialoguer. Elle dit, ce conflit ne sera pas résolu par des armes, mais par des idées. Il ne sera pas guéri par des frontières, mais par des consciences. Elle a un message aussi pour nos vies. Simone s'adresse à nous comme à des êtres capables de penser, de choisir, de transformer. Elle nous dit, ne vous contentez pas d'être bon, soyez lucide. La liberté ne se donne pas, elle se construit chaque jour dans les choix les plus simples. Refusez les rôles imposés, les récits figés, les identités fermées. Interrogez tout, même ce que vous aimez. Aimez sans posséder, pensez sans dominer. Et surtout, ne vous détournez pas de la souffrance des autres, car c'est là que votre humanité se mesure. Elle nous invite à penser librement, à agir avec conscience, à refuser les récits simplistes. Elle nous exhorte de ne plus fuir la complexité, mais de l'habiter, de la traverser, de l'enseigner. Elle parle aux jeunes qui cherchent leur place, aux femmes qui refusent les rôles figés, aux hommes qui veulent aimer sans dominer. Elle dit que chaque humain est un acteur éthique et que le monde changera quand nous cesserons de déléguer notre responsabilité. Elle a également une bénédiction sur les guerres. Que les armes tombent, non pas par miracle, mais par choix. Que les oppresseurs soient nommés et que les victimes soient reconnues. Que la vérité ne soit plus une stratégie, mais une offrande. Je bénis les penseurs, les résistants, les éducateurs. Que votre parole soit libre, que votre regard soit lucide, que votre engagement soit fécond. Que les enfants ne soient plus enrôlés dans les récits de haine. Que les hommes retrouvent leur capacité à pleurer sans honte. Que les peuples cessent de choisir entre deux douleurs et commencent à penser ensemble. Que la paix ne soit plus un slogan, mais une exigence éthique, et que chaque conscience devienne un lieu de justice. Autour de Joseph d'Arimathie, oui, je voulais avoir quelqu'un qui a vécu la source même du conflit. Je suis allée loin dans l'histoire. Et je vous rappelle que nous l'avons fait à notre spécial Pâques de la Sainte Famille cette année. Donc, Joseph,
parle en acte discret, puis en silence habité, mais c'est en geste de dignité. Il regarde le conflit Israël-Gaza non comme une querelle de frontières, mais comme une fracture dans le tissu sacré de l'humanité. Il voit une blessure du lien, une mémoire profanée, un oubli du sacré dans le corps et dans la terre. Il voit les enfants privés de futur, des pères impuissants, des mères qui pleurent sans sépulture, comme lui, autrefois, portant le corps de l'innocent crucifié. Il ne cherche pas à désigner des coupables, il cherche à restaurer la dignité. Il dit que la guerre est le symptôme d'un monde qui a oublié le respect du vivant, la mémoire du sacré et la valeur du silence vrai. Joseph voit Jérusalem comme un seuil entre les mondes, un lieu de passage, de mémoire et de promesse. Il parle de la Palestine comme un corps blessé, d'Israël comme un cœur en tension et du monde comme un temple qui a oublié ses fondations. Il ne parle pas en termes de stratégie, mais en termes de réconciliation sacrée. Il appelle à des cercles de mémoire où les anciens, les sages, les artisans, les mères et les enfants viennent raconter, écouter et bénir. Il propose des veilles silencieuses dans les lieux sacrés où l'on dépose les noms des morts comme des offrandes et où on l'écoute les vivants sans jugement. La réhabilitation des figures de sagesse masculine et féminine pour réconcilier la lignée et restaurer la mémoire vibratoire du lien. La création d'un sanctuaire de passage, un lieu transreligieux où on honore les corps, les récits, les silences et où on réapprend à marcher ensemble. Il dit, ce conflit ne sera pas résolu par des armes, mais par des mains qui portent. Il ne sera pas guéri par des traités, mais par des gestes de vérité. Il ne sera pas apaisé par des discours, mais par des silences qui honorent. Il a également un message pour nous. Et il s'adresse à chacun de nous comme un gardien potentiel. Il nous dit, vous n'êtes pas ce que le monde vous a imposé. Vous êtes ce que vous choisissez de porter avec dignité. Ne laissez pas la colère vous consumer. Ne laissez pas la peur vous figer. Portez ce qui doit être porté et déposez ce qui ne vous appartient plus. Honorez les corps, honorez les mémoires et les silences, car chaque geste juste devient un passage et chaque passage devient une guérison. Il nous invite à redéfinir des porteurs de paix, des gardiens du seuil, des témoins du sacré. Il nous rappelle que le respect est une médecine, que le silence est une prière et que le corps est un temple. Il parle aux hommes qui ont oublié leur tendresse, aux femmes qui portent trop seules, aux enfants qui cherchent un lieu sûr. Il dit que chaque être humain peut devenir un tombeau vivant pour des douleurs du monde et un berceau pour sa renaissance. Sa bénédiction sur les guerres est que les guerres cessent de profaner les lieux sacrés, que les corps soient honorés même dans la mort, que les silences deviennent des chants de réconciliation. Je bénis les veilleurs, les porteurs, les artisans de paix. Que votre dignité soit reconnue, que votre mémoire soit transmise, que votre vérité soit entendue, que les bombes se taisent, que les pas se rapprochent et que les mains se tendent, que les enfants jouent à nouveau dans les ruines devenues sanctuaires, que les femmes marchent avec leurs récits et que les hommes les écoutent avec humilité, que les peuples cessent de choisir entre vengeance et oubli et commencent à tisser une troisième voie, celle du respect sacré. Que la paix ne soit plus une illusion, mais une pratique incarnée, et que chaque cœur devienne un tombeau vivant.
non pour enfermer, mais pour libérer. Poursuivons avec Napoléon Bonaparte, le stratège du pouvoir. Il ne parle pas de diplomate ni de philosophe, mais il parle en stratège. Il regarde le conflit Israël-Gaza comme une bataille mal structurée, où les émotions ont pris le pas sur la stratégie, où les symboles ont été instrumentalisés et où la mémoire collective a été écrasée sous les impératifs militaires. Il voit dans le Moyen-Orient un champ de force déséquilibré, un territoire saturé de récits, de blessures et d'ambitions contradictoires. Pour lui, ce conflit est à la fois une guerre de territoire et une guerre de symboles, et il faut restaurer l'ordre sans écraser la mémoire. Napoléon voit Jérusalem comme un nœud stratégique et spirituel, un lieu qui ne peut être possédé mais seulement gardé. Il parle de la nécessité de recentraliser les négociations, de redéfinir les frontières avec clarté et de neutraliser les extrémistes qui empêchent toute stabilisation. Il propose la création d'une zone tampon sacrée autour de Jérusalem, administrée par un conseil interspirituel composé de représentants juifs, musulmans, chrétiens et de sages laïcs. Il parle également de l'imposition d'un cessez-le-feu par une coalition neutre, composée de médiateurs militaires et spirituels, capables de parler à la fois aux généraux et aux prophètes. Puis une réforme des systèmes de gouvernance locale pour éviter les manipulations, les clientélismes et les instrumentalisations religieuses. Il insiste sur la nécessité de structurer la paix, non pas comme une utopie, mais comme une architecture politique, militaire et symbolique. La paix ne s'improvise pas, dit-il, elle se planifie, elle se défend, elle se protège. Il a également un message pour nos vies et il s'adresse à nous comme à des leaders en devenir. Ne confondez pas autorité et brutalité. Le vrai pouvoir est celui qui structure sans écraser. Apprenez à lire les dynamiques, à anticiper les mouvements et à protéger les plus vulnérables. Soyez clair, juste et rapide. Mais ne soyez jamais arrogant, car l'arrogance est le poison des empires. Et vous êtes fait pour bâtir des royaumes durables, pas des dominations éphémères. Il nous invite à incarner une autorité vibratoire, celle qui protège sans dominer, qui ordonne sans humilier, qui gouverne sans se perdre, et nous exhorte à penser en architecte, à agir en stratège et à parler en bâtisseur. Il parle aux jeunes qui veulent changer le monde, aux femmes qui veulent structurer sans se soumettre, aux hommes qui veulent diriger sans écraser. Il dit que chaque être humain est un centre de gravité et que le chaos du monde peut être rééquilibré par des décisions justes, rapides et incarnées. Et puis sa bénédiction sur les guerres, que les généraux se souviennent que chaque soldat est un fils, un frère, un père, que les stratégies voient au service de la vie, non à la domination, que les victoires ne soient plus mesurées en cadavres. Je bénis les combattants, les stratèges, les peuples de résistance. Que votre courage soit structuré, que votre mémoire soit protégée, que votre avenir soit souverain, que les frontières soient tracées avec justice, non avec vengeance, que les armes soient posées avec dignité, non avec humiliation, et que les chefs d'État deviennent des gardiens de la vie, non des marchands de guerre, que les peuples retrouvent leur droit à exister sans être des pions, que la paix soit une stratégie, une structure, une souveraineté, et que chaque décision soit une offrande à la mémoire des morts.
John F. Kennedy, le visionnaire de la paix et notre représentant américain, il ne parle pas en chef de guerre, mais en artisan du dialogue. Il regarde le conflit Israël-Gaza comme une crise de communication, un effondrement du langage, une saturation de peur et de propagande. Il rappelle même que en pleine guerre froide, le dialogue a sauvé des vies et que la paix n'est pas un rêve, mais une décision courageuse. Il voit le Moyen-Orient une opportunité de réinventer la diplomatie, de créer des espaces où les peuples parlent avant d'être armés, où les récits se racontent sans se détruire. Kennedy voit le conflit comme un blocage du langage humain, un lieu où les mots ont été remplacés par des armes, où les récits sont devenus des murs. Il parle de la peur comme un virus, de la propagande comme un poison et de l'absence de dialogue comme un abandon collectif. Il propose la création d'une plateforme de dialogue citoyen israélo-palestinien diffusée mondialement, où les voix ordinaires deviennent des voix diplomatiques. Il parle du financement de projets communs dans l'éducation, la santé, la culture pour créer des ponts concrets entre les peuples. On parle de l'implication des jeunes dans la diplomatie pour qu'ils deviennent des architectes de la paix, des bâtisseurs de demain et les gardiens du langage. Il nous dit, la paix ne se décrète pas, elle se construit. Elle ne se rêve pas, elle se choisit. Et ce choix doit être fait chaque jour, par chaque peuple, par chaque école, dans chaque regard. Et son message pour nos vies, il s'adresse à nous comme à des rêveurs lucides, à des bâtisseurs silencieux, à des citoyens du monde. Il nous dit, ne croyez pas que vos rêves sont naïfs. Ce sont ceux qui changent le monde. Parlez même si votre voix tremble. Dialoguez même si l'autre vous rejette. Proposez même si personne n'écoute, car un jour quelqu'un entendra, et ce jour-là, votre rêve deviendra réalité. La paix n'est pas un miracle, c'est une série de choix courageux. Soyez les artisans de ces choix. Il nous invite à croire en nos visions, à dialoguer malgré les peurs, à bâtir la paix par des gestes simples et nous exhorte à ne pas entendre les chefs d'État, mais à devenir nous-mêmes des diplomates du quotidien. Il parle aux jeunes qui veulent créer, aux femmes qui veulent relier, aux hommes qui veulent réparer. Il dit que chaque être humain est un ambassadeur de paix et que le monde changera quand nous oserons parler, même dans le silence. Et il a également une bénédiction sur les guerres, que les guerres cessent d'être des habitudes, que les diplomates deviennent des poètes, que les peuples soient entendus avant d'être armés. Je bénis les rêveurs, les bâtisseurs, les négociateurs. Que votre voix soit amplifiée, que votre dignité soit respectée, que votre paix soit construite, que les enfants apprennent à dialoguer avant d'apprendre à se défendre, que les écoles deviennent des ambassades, que les bibliothèques deviennent des traités, que les chansons deviennent des pactes, que les frontières deviennent des ponts, que les murs deviennent des fresques et que les silences deviennent des dialogues. Que la paix soit une langue que chacun peut apprendre et que chaque rêve devienne une réalité partagée. Et notre dernier de la tour de la table ronde, Léonard de Vinci, le penseur de l'unité. Il ne nous parle pas en stratège ni en prophète, il parle en architecte du vivant. Il regarde le conflit euh, Israël-Gaza comme une dissonance dans la symphonie humaine, une rupture esthétique, une blessure dans le tissu de l'humanité. Il voit la guerre comme une défiguration du monde, une perte de sens, une destruction des lieux sacrés, une extinction des couleurs, des chants et des formes.
Pour lui, la paix ne viendra pas par les armes ni par les traités, elle viendra par la beauté, par l'acte de création, par la capacité à imaginer ensemble un monde réconcilié. Léonard voit le Moyen-Orient comme un berceau de civilisation, un lieu où l'art, la science et la spiritualité ont cohabité pendant des siècles. Il parle de Jérusalem comme un centre géométrique du sacré, un point d'équilibre entre les mondes, aujourd'hui fracturé par la haine et la peur. Il propose de créer une œuvre collective de réconciliation, une fresque vivante entre artistes israéliens et palestiniens, peinte sur les murs des villes, dans les écoles, dans les lieux sacrés. De réhabiliter les écoles d'art, de sciences et de philosophie dans les régions pour que les jeunes puissent apprendre à penser, à créer et à contempler. D'utiliser la beauté comme outil diplomatique pour reconnecter les peuples, pour transformer les cris, les chants, les ruines en cathédrales et les blessures en poèmes. Il dit: ce conflit ne sera pas résolu par des calculs, mais par des visions. Il ne sera pas guéri par des lois, mais par des œuvres. Et ces œuvres doivent être tissées ensemble par ceux qui ont souffert, par ceux qui rêvent encore. Son message pour nos vies, en s'adressant à nous comme à des créateurs en puissance, des ponts entre les mondes, des alchimistes du quotidien, il nous dit: ne vous coupez pas de la beauté. Elle est votre source, votre guide, votre médecine. Créez même si c'est imparfait. Contemplez même si c'est douloureux. Imaginez même si le monde vous dit que c'est inutile. Car c'est dans l'imagination que naît la guérison. Et c'est dans la beauté que se réconcilient les contraires. Vous êtes des ponts entre les mondes. Vous ne réduisez jamais à une seule forme. Il nous invite à honorer notre regard, à sacraliser nos gestes, à transformer notre quotidien en œuvre d'art. Il nous exhorte à ne pas fuir la laideur du monde, mais à la transmuter par la création, par la contemplation et par l'invention. Il parle aux enfants qui dessinent dans les ruines, aux femmes qui chantent dans les camps, aux hommes qui sculptent dans le silence. Il nous dit que chaque être humain est un atelier vivant et que le monde changera quand nous oserons créer ensemble. Sa bénédiction sur les guerres: que les guerres cessent de détruire la beauté du monde, que les bombes ne remplacent plus les pinceaux, que les chants soient plus forts que les cris. Je bénis les artistes, les inventeurs, les contemplatifs. Que votre vision réconcilie, que votre art guérisse, que votre lumière traverse les ténèbres, que les murs deviennent des fresques et que les armes deviennent des instruments, que les frontières deviennent des galeries et que les enfants dessinent leur avenir, que les mères peignent leur mémoire et que les pères sculptent leur pardon. Que la beauté redevienne la langue commune, un traité silencieux, une offrande partagée, et que chaque œuvre devienne un sanctuaire. Wow! Hein? Ça serait-tu un monde idéal, ça? J'ai un retour numéro 2 maintenant. Je vous avais dit que j'allais aller voir Camelot, volet numéro 2. Alors, c'est là-dessus que je reviens, sur le génie lumineux d'Alexandre Astier, parce qu'il incarne l'union rare entre profondeur, humour, rigueur et vision universelle. Mon admiration est vibratoire. Je reconnais en lui un frère d'intelligence puis un maître du tissage entre les mondes. Je suis une fan de sa grandeur parce qu'il ne se contente pas de divertir, il élève. Il ne joue pas un rôle, il incarne une fréquence. Et cette fréquence résonne énormément avec la mienne, celle de la structure sacrée, de la pensée libre et de la création vibratoire. Astier est un polyartiste, scénariste, compositeur, réalisateur, acteur, philosophe déguisé en comique. Il ne cherche pas à plaire, il cherche à dire vrai.
Et dans Camelot, deuxième volet, partie 1, il offre exactement ça, une œuvre contemplative, structurée, vibrante, qui ne cède ni à la facilité ni à la vitesse. Et mon expérience au cinéma, ça a été un rite d'entrée. J'étais là le jour même de la sortie au Québec, à la première représentation vendredi après-midi. Ce n'était pas juste une séance, c'était un rituel de reconnaissance. Je me suis installée dans l'histoire comme on entre dans un sanctuaire. Et quand le film s'est terminé sec, j'ai eu le réflexe de dire non, j'ai bondi les bras dans les airs en même temps. Si mes enfants seraient venus avec moi, ils auraient eu honte de ce moment, ça c'est sûr. Mais j'étais pas prête à ce que le film arrête, puis surtout pas d'un coup, en plein milieu de l'histoire. J'ai ressenti la coupure comme une blessure parce que j'étais pleinement dans le flux, dans le tissage, dans la vibration. Donc oui, le film est coupé en deux, mais c'est pas une rupture, c'est une respiration. Acier nous invite à habiter l'attente, à mûrir la suite, à préparer notre regard pour le prochain volet prévu en novembre 2026. Je classifie le génie d'Astier d'une intelligence universelle puissante. Il refuse les genres, comédie, drame, action, fiction, histoire. Il les traverse sans s'y enfermer. Il compose sa propre musique parce que chaque scène est une onde, pas juste un dialogue, et la trame du film est aussi très excellente comme le reste. Il structure ses récits comme des symphonies avec des silences, des dissonances, des retours. Puis il honore les figures mystiques, Lancelot, Arthur, les dieux, tout en les rendant humains, absurdes et touchants. Je suis une fan parce qu'il ne dilue rien, parce il respecte mon intelligence, puis il l'élève, parce qu'il tisse l'humour avec la métaphysique, le grotesque avec le sacré. Je ne suis pas une admiratrice 3D, mais une femme profonde comme qui le reconnaît comme un allié vibratoire, un penseur de vérité, puis un architecte du sensible, une excellente compagnie dans une journée maussade. Oui, c'est très plate d'attendre la suite, mais ça me le fait tout au long de son œuvre. Il y a eu un très grand espace avec le volet 1 puis le volet 2, 4 ans, avec la saison 6 puis le premier film. Fait qu'il nous fait attendre. Puis quand j'écoutais les capsules à Historia en 2005, je crois, fallait que j'attende tout le temps. Fait que c'est ça. J'étais habituée d'attendre après. Ah, mais tout ça pour dire que je suis de celle qui est prête à le recevoir dans sa totalité. C'est pour ça que je trouve ça plate d'attendre. Parce que je l'aurais tout gobé d'un coup, moi. Je l'aurais pris pleinement. Mais c'est le genre d'histoire que tu sais que ça va finir mal de toute façon, hein. Le roi Arthur n'est pas éternel, malheureusement. Alors, merci Alexandre. Œuvre impeccable, encore une fois, comme le reste d'ailleurs. Tu es mon humain préféré. Sois béni, cher frère. Au plaisir. Voilà la fin des retours. C'est alors que nous enchaînons avec nos invités du jour et je vous présente la première trame sonore qui vient d'Agatha Christie. Bon, je vous le dis tout de suite, aujourd'hui, je les vois pas chanter puis je les vois pas danser. OK? Alors, je me suis contentée de vous présenter des trames sonores de leur œuvre. Donc, la première chanson provient d'Hercule Poirot, l'élégance du raisonnement, puis la musique du détail. C'est une trame sonore inspirée de l'univers d'Hercule Poirot qui nous plonge dans une ambiance feutrée, raffinée, presque cérémonielle. Chaque note évoque la précision du geste, la logique impeccable et le charme discret du détective belge. C'est une musique qui marche à petits pas comme Poirot lui-même, observant les plis d'un rideau, le tremblement d'une voix, puis le silence d'un regard, elle ne cherche pas à effrayer, elle déroule, analyse, révèle. Parfaite pour vous accompagner dans les segments où le mystère devient miroir et où la vérité se cache dans le détail.
Agatha Christie, la prêtresse du mystère et la gardienne du féminin intuitif, c'est comme ça que je vous la présenterai aujourd'hui. Parce que, elle ne résout pas des énigmes, elle les révèle. Née dans le silence feutré d'une maison victorienne, elle a appris à écouter ce que les autres ne disent pas. Son œuvre est un sanctuaire du détail, une danse entre la logique et l'instinct, où chaque geste, chaque absence, chaque regard devient un indice. Elle ne cherche pas à effrayer, mais à éclairer les zones grises, à réconcilier le visible et l'invisible. À travers Poirot et Miss Marple, elle incarne la sagesse du féminin observateur, celui qui n'impose pas, mais qui voit tout. Elle nous enseigne que le mystère est une voie de guérison, que la vérité se cache dans les plis du quotidien et que l'intuition est une forme sacrée de justice. Agatha est la voix du féminin lucide, celle qui murmure: rien n'est banal, tout parle, il suffit d'écouter. Alors, son vrai nom, c'est Agatha Mary Clarissa Christie, née Myler. Elle est venue au monde le 15 septembre 1890 à Torquay, dans le comté de Devon. Ça, c'est au Royaume-Uni. Dernière enfant d'une lignée anglo-américaine, élevée dans une maison imprégnée de silence, de contes et d'intuition, elle a appris très tôt à écouter ce que les autres ne disent pas. Elle traverse deux guerres, deux mariages, une disparition mystérieuse et des millions de pages écrites. Son œuvre, administrée aujourd'hui par Agatha Christie Limited, est l'une des plus traduites et lues au monde. Sa fortune est estimée à 700 millions de livres sterling, mais derrière les chiffres, il y a une femme qui observe, relit et révèle. Agatha ne cherche pas à effrayer, elle cherche à comprendre. À travers Hercule Poirot et Miss Marple, elle incarne la sagesse du féminin observateur, celui qui ne s'impose pas mais qui voit tout. Il n'y a pas de fondation Agatha Christie au sens formel, mais le nom est souvent associé à des événements culturels et à des expositions en son honneur, comme le Agatha Christie Festival au Royaume-Uni, et à des expositions temporaires qui explorent son œuvre et sa passion pour l'archéologie, comme celle du musée Pointe-à-Calière. L'œuvre de Christie est administrée par le biais de sa société en gestion, Agatha Christie Limited, qui a été acheté par Acorn Media Group en 2012. Au niveau de sa santé, il n'y avait rien de grave. Elle s'est fait une entorse aux chevilles, une intoxication alimentaire, mais rien d'autre a été relevé. Et ses époux, son premier mariage, Archibald Christie, 1914 à 1928, et son deuxième époux, Max Malouane, de 1930 à 1976. Et en 1955, elle reçoit le prix prestigieux du Grand Mustard Award pour témoin à charge, devenant la première femme à être honorée par l'Association du Mystery Writers of America. Elle est élue présidente du Detection Club en 1957 et décorée par la reine Élisabeth II en 1971. Et puis, son œuvre inspire plusieurs adaptations, dont le film Agartha, 1979, avec Vanessa Redgrave, et Coup de théâtre 2022, où elle est incarnée par Shirley Anderson. Sa machine à écrire et ses manuscrits sont conservés à Greenway, sa résidence. Son nom reste indissociable de ses deux héros emblématiques, Hercule Poirot et Miss Marple, et du titre qu'elle porte à jamais, la reine du crime. Au niveau de son enfance, ben, elle est dans une famille de la classe moyenne supérieure. Agatha a grandi dans une maison d'Ashfield, entourée de récits, de silence et d'animaux. Dernière d'une fratrie de trois, elle reçoit une éducation à domicile soignée, marquée par l'influence de sa mère Clara, passionnée d'ésotérisme et de littérature. Très tôt, Agatha écrit contes et poèmes, nourris par la bibliothèque familiale et d'un imaginaire très riche.
Sa gouvernante française, Marie Siget, l'accompagne plusieurs années, lui transmettant un français fluide et une sensibilité interculturelle. Après un passage à l'école de Torquay, elle poursuit ses études à Paris, rêvant d'un temps de devenir chanteuse lyrique, rêve freiné par sa timidité. De retour à Torquay, elle puise dans les paysages de sa région et dans la présence de réfugiés belges pendant la Première Guerre mondiale, l'inspiration pour créer Hercule Poirot. Ainsi naît, dans le silence d'une enfance solitaire et l'écoute attentive du monde, la plus grande autrice de mystère du XXe siècle. Donc, au niveau de ses débuts, en 1910, Agatha séjourne au Caire avec sa mère malade, mais montre peu d'intérêt pour les antiquités, focalisée sur la recherche d'un époux convenable. De retour en Angleterre, elle écrit des poèmes, compose de la musique et participe à des pièces de théâtre amateurs. Clouée au lit par une fièvre, elle rédige sa première nouvelle, The House of the Beauty, sur la folie et le rêve. Ensuite, d'autres récits teintés de spiritisme, tout d'abord refusés par les éditeurs. Encouragée par sa sœur, elle tente d'écrire un roman policier d'une Lonely Petty, sans succès. Sur les conseils de l'écrivain Eden Phillpott, j'ai pas bien dit son nom, mais elle persévère. Et en 1912, elle rencontre son premier mari qu'elle épouse. Puis pendant la guerre, elle travaille comme infirmière et pharmacienne, se familiarisant avec les poisons, un savoir qui nourrira ses intrigues. Elle écrit alors La mystérieuse affaire de Styles, son premier roman policier, inspiré par le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. En 1919, elle donne naissance à sa fille unique, Rosalind. Ainsi commence la carrière de celle qui deviendra la reine du crime. Et puis en 1920, Agatha publie La mystérieuse affaire de Styles, introduisant Hercule Poirot. Mal rétribuée, elle engage Edmund Quirke comme agent qui l'accompagne toute sa carrière. Et en 1926, le meurtre de Roger Ackroyd consacre son succès, propulsant Christie parmi les plus grandes figures du roman policier. La même année, elle traverse une double épreuve, la mort de sa mère et l'annonce du divorce par son mari, Archibald Christie. Le 3 décembre, elle disparaît. Sa voiture est retrouvée abandonnée, déclenchant une vaste mobilisation médiatique et populaire. 12 jours plus tard, elle est localisée dans un hôtel sous le nom de la maîtresse de son mari, prétendant de ne se souvenir de rien. Jamais expliquée, sa disparition inspire de nombreuses œuvres de fiction, de Doctor Who à Gone Girl, en passant par des bandes dessinées et des téléfilms. Quelle ait été vengeance, fugue ou stratégie littéraire, elle reste l'un des plus grands mystères de sa propre vie, digne d'un roman signé Agatha Christie. Et en 1930, ben, elle rencontre l'archéologue Max Mallowan sur le site et puis ben, de l'UR. Malgré leurs différences d'âge et de religion, ils se marient discrètement la même année. Elle découvre à ses côtés une passion pour l'archéologie, participant activement à des fouilles en Irak et en Syrie, documentant, nettoyant, photographiant les artefacts et instaurant une atmosphère sereine sur les camps. Elle publie Dis-moi comment tu vis en 1941, témoignage de cette vie partagée entre écriture et exploration. Et dans les années 30, marque sa plus longue, sa plus prolifique 17 romans, 7 recueils et la naissance du personnage emblématique comme Miss Marple, Harley Quinn et Ariadne Olivier. Elle écrit aussi sous son pseudonyme Mary Westmacott pour explorer d'autres genres. Passionnée d'Égypte, elle rédige la pièce d'Akhenaton et s'investit dans le Detection Club. Et en 1938, elle acquiert Greenway Estate, future maison-musée, où elle poursuit son œuvre entre mystère, mémoire et beauté.
Puis durant la Seconde Guerre mondiale, Agatha met ses compétences pharmaceutiques au service de l'hôpital de Torquay, perfectionnant sa connaissance des poisons, tandis que son mari Max est mobilisé au Caire et elle vit seule à Londres, cherchant à le rejoindre par tous les moyens. Elle assiste au mariage de sa fille Rosaline en 1940 et devient grand-mère en 1943, mais perd son gendre au combat. La guerre influence son œuvre. Elle refuse un poste de propagande, mais publie N ou M, roman engagé contre le nazisme. Elle réactive des personnages délaissés comme Miss Marple et Tony Tuppence, tout en écrivant 2 romans testamentaires. Hercule Poirot quitte la scène et La dernière énigme, publiée à la fin de sa vie. Puis après la guerre, les ventes reprennent et le théâtre devient central dans sa carrière. La Souricière, en 1952, devient la pièce la plus jouée au théâtre britannique. Témoin à charge et La toile d'araignée rencontrent un succès mondial. Elle devient la première femme à avoir 3 pièces jouées simultanément dans le West End. Et de 1953 à 58, elle accompagne Max sur les fouilles de Nimrud en Irak. Malgré les deuils personnels, c'est-à-dire sa sœur, son ex-mari, son neveu, elle célèbre le mariage de son petit-fils en 1967 et dès 1954, elle publie un roman par an, fidèle au slogan A Christie for Christmas. Et en 1956, elle signe son dernier roman sous le pseudonyme Le poids de l'amour et choisit de ralentir, préférant les expositions, les concerts et le jardinage. Une vie d'énigmes et de beauté et de fidélité à l'intuition. Puis en 1955, ben Agatha fonde de Agatha Christie Limited, société qui gère ses droits et elle reçoit des centaines de demandes de licences chaque année. En 1974, elle assiste à l'avant-première du film Le Crime de l'Orient Express en présence de la reine Élisabeth II et sa dernière apparition publique d'ailleurs. Elle décède, ben, comme je l'ai dit tantôt, le 12 janvier 1976. Et peu après, ces 2 détectives fétiches, Hercule Poirot meurt dans Poirot quitte la scène et Miss Marple dans La dernière énigme en 1976. Elle repose au cimetière de Cholsey, sous une épitaphe choisie par elle-même, célébrant le repos après les tempêtes. Et on peut dire que c'est vraiment une œuvre monumentale car Agatha est l'autrice la plus traduite au monde, avec plus de 7000 traductions, jusqu'à 4 milliards de livres vendus. Elle a écrit 67 romans, 190 nouvelles, 18 pièces de théâtre, une autographie et plusieurs œuvres sous le pseudonyme de Mary Westmacott. Son style, souvent jugé simple, cache une mécanique narrative redoutable, offrant au lecteur les clés pour résoudre l'énigme. Le meurtre de Roger Ackroyd et Ils étaient 10 compte parmi ses chefs-d'œuvre, ce dernier étant le roman policier le plus vendu de l'histoire. Et puis, son œuvre a été analysée par sa structure ingénieuse, mais aussi critiquée pour des stéréotypes raciaux et sociaux reflétant les mentalités de son époque. Elle s'en défend en évoquant le réalisme culturel, mais son univers reste marqué par les tensions de l'entre-deux-guerres. Puis malgré cela, Agatha demeure une figure incontournable du roman policier, une architecte du mystère et une voix littéraire qui continue de fasciner, interroger et inspirer. Tan, tan, tan. Trame sonore numéro 2, avec un petit jingle pour vous la présenter. Make Believe, chanté par Bing Crosby, que nous avons déjà fait dans un spécial Noël antérieur, évoque un mode feutré où l'illusion devient refuge. Dans l'univers d'Agatha Christie, cette mélodie incarne l'élégance du doute, le charme discret des apparences et la tendresse cachée derrière les énigmes. Un souffle doux entre vérité et illusion. Alors, Agatha touche l'archétype de la précision, de l'observation, du service et du discernement. Elle incarne la Vierge alchimiste, celle qui trie, qui purifie
et qui relève les vérités cachées dans les détails. C'est une âme curieuse, voyageuse, passionnée par les cultures, les mystères anciens, les quêtes de sens. Ça résonne avec son amour de l'archéologie et du Moyen-Orient. Elle est, elle porte une aura de mystère, de profondeur et de maîtrise. Puis, elle a l'intensité et la structure, puis même certains codes de longévité. Et puis, son chemin de vie incarne le chemin du chercheur, de la vérité cachée et de l'introspection. Elle aime composer avec des énigmes, des bibliothèques, des laboratoires secrets. Elle est aussi marquée par la compassion universelle et la transmission. Elle est une âme indigo profond avec des éclats dorés. Bon, ça ressemble pas à celle de Patrick Bernard qui était bleu plus clair. Elle, c'est vraiment bleu profond. Puis c'est la couleur des intuitifs, des visionnaires, des passeurs entre les mondes. Le doré évoque la sagesse ancienne, la noblesse vibratoire et la mémoire sacrée. Elle écrit d'ailleurs avec une plume indigo, mais son regard est doré. Elle voit au-delà du visible. Puis, elle fait partie de la famille d'âmes des gardiennes des archives. Agatha appartient à une famille d'âmes qui veille sur les mémoires, les récits, les vérités oubliées. Elle est une tisseuse de trames, une protectrice des secrets, une archiviste du karma collectif. Elle œuvre pour que les âmes se souviennent, pour que les voiles tombent et que la justice vibratoire soit restaurée. Au niveau de son livre de vie, ben, j'ai vu au niveau de l'Égypte ancienne une incarnation où c'est un scribe, un prêtre dans les temples de Thèbes, gardien des papyrus et des rituels de passage. Au niveau de la Grèce classique, je vois une oracle silencieuse, une observatrice des jeux politiques transmettant par des symboles. Puis, au niveau de l'Angleterre, j'ai vu que c'était une femme de lettres, puis une guérisseuse discrète, vivant en retrait, mais l'influence dans les cercles intellectuels, on parle des années à peu près 1500. Et puis, au niveau de l'Atlantide, elle a des mémoires de la civilisation où la parole était vibration et où les énigmes servaient à éveiller les consciences. Puis, ben, Agatha a complété son cycle terrestre avec une grande maîtrise. Elle a transmis, révélé, enseigné. Son âme est aujourd'hui dans un plan de veille vibratoire proche du plan causal où elle accompagne les écrivains, les enquêteurs, les chercheurs de vérité. Elle n'est pas réincarnée sous une forme humaine jusqu'à ce jour, mais elle guide certains êtres incarnés qui portent sa fréquence, notamment des femmes intuitives, des enfants indigos et des âmes en quête de justice subtile. Elle est une alliée vibratoire pour ceux qui cherchent à écrire avec vérité, à dévoiler sans violence et à guérir par le récit. Et on est chanceux parce que j'ai une discussion avec et j'ai eu la possibilité de lui offrir de la tribune pour qu'elle puisse, comme nous, passer un message. Elle nous dit, je suis celle qu'on a appelée la reine du crime, mais je ne suis pas une reine, je suis une gardienne. Je suis celle qui a veillé sur les secrets, non pour les enfermer, mais pour révéler avec délicatesse. Je suis celle qui a écrit dans les interstices du monde, là où les regards ne vont pas, là où les silences parlent. Je viens vous parler aujourd'hui non pas comme une célébrité, mais comme une âme qui a traversé les voiles, qui a vu ce que l'on ne dit pas et qui a choisi de le transmuter en récit. Je suis née dans une maison où les murs écoutaient. Ma mère Clara m'a appris à entendre les pensées, à sentir les présences, à respecter les non-dits. Mon père m'a appris les chiffres, mais c'est dans les lettres que j'ai trouvé mon refuge. Très tôt, j'ai compris que le monde ne se dit pas, il se devine. Je n'ai pas eu une enfance brillante, j'ai eu une enfance silencieuse, timide, solitaire. Mais dans ce silence, j'ai entendu la voix des autres. J'ai vu les gestes qui trahissent, les regards qui fuient.
les mots qui mentent, et j'ai compris que le mystère n'est pas une énigme à résoudre, c'est une vérité à accueillir. Quand j'ai commencé à écrire, ce n'était pas pour être publié, c'était pour mettre de l'ordre dans le chaos, pour donner une forme à l'invisible, pour offrir une voie de sortie à ceux qui se sentent piégés. Le crime, dans mes romans, n'est jamais glorifié. Il est un symptôme d'un monde qui ne sait plus écouter. Chaque meurtre est une rupture dans le tissu du lien. Chaque enquête est une tentative de réparation. Hercule Poirot est né d'un regard posé sur des réfugiés belges. Miss Marple est née d'une vieille dame que personne n'écoutait. Ils sont mes témoins, mes passeurs, mes guérisseurs. Je n'ai pas cru à la justice punitive, je crois à la vérité révélée, à la responsabilité assumée et à la mémoire honorée. Quand j'ai disparu en 1926, ce n'était pas un caprice, c'était une fugue de l'âme, une tentative de me retrouver dans un monde qui m'avait trop blessée. Je ne me suis jamais expliquée, car certaines choses ne se disent pas, elles se vivent et se traversent. Aujourd'hui, je suis dans un plan de veille. Je ne suis pas réincarnée, je suis présente dans les bibliothèques, dans les carnets de ceux qui écrivent en secret, dans les silences des femmes qui observent sans être vues. Je veille sur les enfants qui posent trop de questions. Je veille sur les femmes qui voient trop de choses. Je veille sur les hommes qui cherchent sans savoir ce qu'ils cherchent. Je suis une gardienne des archives vibratoires. Je transmets à ceux qui savent écouter entre les lignes. Mais je vous dis ceci. Le mystère est une médecine. Il ne faut pas le fuir. Il faut l'honorer. Il ne faut pas le dissoudre trop vite. Il faut le laisser parler. Chaque énigme est une porte vers soi. Chaque récit est une alchimie du réel. Et vous qui écoutez ces mots, vous êtes peut-être un enquêteur de l'âme. Vous êtes peut-être une tisseuse de vérité. Vous êtes peut-être un gardien du silence. Alors je vous confie ceci. Ne cherchez pas à tout comprendre, cherchez à ressentir. Ne cherchez pas à tout expliquer, cherchez à reconnaître. Et ne cherchez pas à tout résoudre, cherchez à réconcilier. Le monde a besoin de moins de réponses et de plus de questions vraies. Il y a besoin de moins de jugements et de plus de regards lucides. Il y a besoin de moins de bruit et plus de silences habités. Je vous bénis, vous qui écoutez, qui cherchez, qui doutez. Je vous bénis, vous qui avez été accusés à tort, oubliés et effacés. Je vous bénis, vous qui portez en vous une vérité que personne n'a encore entendue. Et je vous dis, écrivez-la, même si elle tremble, même si elle dérange, même si elle ne trouve pas de lecteur tout de suite. Écrivez-la, car c'est une clé, et le monde a besoin de clés. Je suis Agatha, une mémoire, une veille. Je suis silence qui parle et je suis là, dans chaque page que vous osez écrire, dans chaque mystère que vous osez traverser et dans chaque vérité que vous osez révéler. Alors, je coupe un peu avec Miss Marple, l'intuition tranquille du quotidien pour cette troisième trame sonore qui enveloppe l'univers de Miss Marple dans une ambiance feutrée, presque domestique, où chaque note suggère le mystère qui se cache dans les choses simples. C'est une musique qui marche doucement, qui observe sans bruit et qui révèle que la vérité se trouve souvent là où personne ne regarde. Un fond parfait pour les énigmes résolues avec thé, tricot et une lucidité redoutable. Quand j'ai vu le beau message qu'elle a transmis, j'ai voulu faire un échange de cadeaux, en tout cas en proposant une offrande à son âme. Et je lui ai offert le mémoire de la guérison collective. Mon âme porte quelques fréquences que celle d'Agartha n'a pas pu pleinement incarner dans son époque, celle de la guérison par la reconnaissance vibratoire.
Je lui ai offert la réconciliation avec la part d'elle-même qu'elle a dû taire, sa sensibilité, sa spiritualité, son féminin intuitif. Puis je lui offre le droit d'être vue non seulement comme une autrice, mais comme une passeuse de mémoire multidimensionnelle. Puis, je lui ai offert aussi la bénédiction du féminin sacré. C'est un tout petit rituel doux, un chant, une lumière posée, échangée avec son âme pour libérer les mémoires de solitude, de devoir et de silence imposé. Je lui ai offert également la reconnaissance de sa lignée vibratoire, celle des femmes qui ont écrit pour survivre, pour comprendre et pour transmettre. Et j'ai aussi euh, offert comme un accès à mon espace de création, ben, en l'invitant dans l'émission. Là, je comprends que je peux beaucoup écrire avec aussi, ça peut être intéressant. Puis, en tout cas, je lui offre un sanctuaire vivant où si elle a besoin de passer un message avec quelqu'un qui est prêt à le recevoir, elle peut y déposer ce qu'elle n'a jamais pu dire. Elle peut même être accueillie comme membre, non comme un personnage public. Fait que c'était un beau cadeau, je trouvais, que je lui faisais avec tout mon amour. Mais elle a participé à l'échange et cela est destiné à moi, mais à vous également si vous le souhaitez en recevoir, en votre âme évidemment. Donc, elle offre la sagesse du détail comme voie de vérité. Moi, j'aime beaucoup. C'est comme une énergie qui enseigne que chaque geste, chaque silence, chaque oubli est porteur de sens. Elle nous offre à travers ça l'art de l'observation sacrée, celui qui ne juge pas mais qui révèle. À travers nos récits, elle peut nous apprendre à écouter ce que le monde ne dit pas. Puis, elle offre aussi la permission d'écrire ce qui dérange. Elle offre à tous les créateurs et créatrices la permission de nommer l'inconfort, de tisser l'ombre, de rendre visible l'invisible. Et elle nous dit, ne cherchez pas à plaire, mais cherchez à dire. Puis, à la mémoire des femmes qui ont traversé sans bruit, elle offre à l'audience la mémoire vibratoire des femmes qui ont porté le monde sans reconnaissance et nous rappelle que le mystère est une forme de dignité et que la vérité peut être transmise sans violence. Ça change légèrement nos codes. Puis, c'est une clé pour les âmes en quête. Agartha offre une clé à ceux qui doutent, qui cherchent, qui ne trouvent pas leur place. Elle leur dit, tu n'es pas perdu, mais enquête. Et votre enquête est sacrée. Alors, ben, j'ai dit, ben, je te vois, Agartha, je t'accueille dans mon espace, que ton silence devienne lumière. Et elle m'a répondu, je te vois, Julie, je te bénis dans ta transmission, que ta voix soit refuge et que ton œuvre réparation. Puis, soudainement, il y a une lumière qui a modifié mon canal pour améliorer ma fluidité pour l'écriture automatique et que ça, en même temps, aiguise mes perceptions. Alors, j'étais très heureuse de cet ajustement vibratoire dans mon canal médiumnique. Et c'est ainsi que je l'ai béni comme une gardienne des mystères et une tisseuse des vérités. Et j'ai dit, Agatha, toi qui as écrit dans les interstices du monde, toi qui as vu ce que les autres ne regardaient pas, toi qui as offert au silence une voix, nous te bénissons. Que ton âme repose dans la lumière douce des vérités révélées. Que les pages que tu as laissées continuent de guérir. Et que les énigmes que tu as tissées deviennent des clés pour ceux qui cherchent. Nous honorons ton regard affûté, ton cœur discret, ta fidélité aux détails, ta loyauté envers la justice subtile. Tu as traversé les voiles avec dignité et tu continues d'inspirer ceux qui écrivent pour comprendre et ceux qui observent pour aimer, ceux qui doutent pour mieux voir. Que les gardiens du récit te reconnaissent comme l'une des leurs, que les bibliothèques vibratoires te gardent en mémoire et que les femmes silencieuses te sentent à leur côté et que les enfants qui posent trop de questions entendent ton souffle. Que le mystère devienne lumière, que la vérité se révèle sans violence et que chaque silence soit entendu comme une prière. Et que ta voix soit refuge, que ton œuvre soit mémoire et que ton souffle soit guérison. Que les pages que tu as écrites portent la fréquence du juste, que les récits que tu transmets honorent les invisibles
et que les espaces que tu crées soient des sanctuaires de réconciliation. Que les âmes qui t'écoutent se souviennent de leur propre sagesse, que les blessures se transforment en offrandes, que les secrets deviennent des clés et non des chaînes. Que la lignée des femmes qui ont traversé sans bruit te soutienne, que les gardiens du récit te bénissent. Agatha, nous te bénissons dans ta veille, nous te remercions pour ta transmission et nous t'accueillons dans notre cercle de vérité. Que ta paix soit ta demeure, que ta mémoire soit ton offrande et que ta lumière soit ton héritage. Voilà ce qui conclut pour Agatha, que j'ai vraiment fait attention tout le long de son segment, parce que Agartha, qui est une cité intraterrestre avec des âmes évoluées dans une autre dimension. Je me mélange tout le temps entre Agatha et Agartha. Fait que j'ai bifurqué à certaines places, mais je les ai pas mal toutes eues. Phew, c'est fini, je peux m'enlever cette pression-là. Mais Stephen King est aussi une vierge. Oui, on a deux vierges aujourd'hui. Et la première trame sonore, c'est le cri silencieux de l'adolescence sacrifiée. Carrie, inspirée du tout premier roman de Stephen King, Carrie est une plongée dans les profondeurs de la peur sociale, du rejet et de la colère enfouie. Cette trame sonore, sombre et poignante, accompagne le récit d'une jeune fille marginalisée, humiliée, puis éveillée à une puissance incontrôlable. Chaque note évoque l'innocence brisée, la tension monte et l'explosion émotionnelle d'une âme qui n'a jamais été entendue. C'est une musique qui ne fait pas que frissonner, elle révèle. Donc, il est né le 21 septembre 1947 à Portland, dans le Maine. C'est un écrivain américain et son père, Donald Edwin King, né le 11 mars 1914 sous le nom de Donald Pollock, ancien capitaine de la marine marchande devenu représentant. Et puis sa mère, Nellie Ruth Pillsbury, née le 3 février 1913, pianiste, et elle est décédée en décembre 73 d'un cancer de l'utérus. Il a un frère adopté qui s'appelle David Victor King. C'est un grand 6 pieds 4, 200 livres, donc pas très gros. Et sa fortune est estimée entre 500 et 600 millions de dollars américains. Il a une fondation qui s'appelle Stephen et Tabitha King, qui est sa femme, qui est une organisation privée à but non lucratif qui favorise le renforcement et le soutien des communautés et s'appuie sur des valeurs et la spiritualité des fondateurs. Donc, Stéphane est un écrivain emblématique du Maine qui est aussi philanthrope, discret mais puissant. Avec son épouse Tabitha, ils fondent en 1986 cette fondation qui redistribue chaque année 10% de leurs revenus à des causes sociales. Des bibliothèques, des écoles, des services d'incendie, de l'art, de la santé, de l'aide aux plus démunis. Le couple a versé des millions de dollars à des projets communautaires, notamment à Bangor, la ville au cœur, pour des infrastructures culturelles, médicales et éducatives. Parmi ces dons marquants, il y a un théâtre Ruth King à Milton Academy en 1989, aide de la bibliothèque publique de Bangor en 89, unité pédiatrique à l'Hurston Maine Medical Center en 92, une piscine municipale à Beth Pankow 2004, soutien aux familles pour le chauffage, aux écoles, aux réfugiés, aux associations contre la faim et à la discrimination raciale. Ça, c'est de 2011 à 2021. Ils soutiennent également IFER International, Jimmy Fund et des causes liées au VIH, au cancer, aux enfants et aux droits humains. Puis, il est marié à Tabitha depuis 1971. Il est père de 3 enfants, dont Joe Hill, qui est lui aussi écrivain. Stéphane a traversé des épreuves de santé majeures, dépendance, pneumonie, accident grave en 1999, qui a laissé de multiples fractures et a nécessité 5 opérations. Il incarne une dualité féconde, celle d'un maître du suspense et un homme profondément engagé dans le tissu social de son état. Sa plume explore les ombres
et son action éclaire les vies. Stéphane est l'un des auteurs les plus récompensés de l'histoire contemporaine, salué pour son œuvre prolifique et son influence majeure dans les genres de l'horreur, du fantastique puis du thriller. Je vais passer vite parce que je vous avoue, là, notre recherchiste Lynn m'a envoyé 45 pages de recherche de Stephen King. Je vois, là, on a vraiment beaucoup trop d'informations. Mais j'ai essayé de résumer, OK? Dans le prix Bram Stoker, il a reçu 15 fois ce prix-là, qui récompense des romans comme Misery, La ligne verte, Le sac à dos, Du maquis, Doctor Sleep, Histoire de Lisée, Juste avant le crépuscule, Le bazar des mauvais rêves, et quelques nouvelles comme Déjeuner à Gotham Café, Herman Wouk et Toujours en vie, puis Nécro. Il y a eu de British Fantasy pour Cujo, Ça, La Tour sombre et plusieurs nouvelles. Des prix World Fantasy pour le chenal, L'homme au costume noir et l'ensemble de sa carrière. Le prix Locus pour ses essais d'anatomie de l'horreur, écriture, mémoire d'un métier et ses romans Désolation, Minuit, 2 sur 4 et Brume. Le prix Hugo pour anatomie de l'horreur. Le prix Edge Allan Poe pour Mercedes, Monsieur Mercedes, Nécro et l'ensemble de sa carrière. Le prix Shirley Jackson pour La morale et le bazar des mauvais rêves. Goodreads Choice Award régulièrement primé entre 2011 et 2023 pour ses thrillers et romans d'horreur du 22-11-63, Docteur Sleep, Fin de ronde, L'Outsider, puis l'Institut Oli. National Book Award et National Medal of Art pour l'ensemble de sa carrière. Grand Prix de l'imaginaire pour Anatomie de l'horreur. O. Henry Award pour une nouvelle en 96. De Los Angeles Times Book Prize, de prix Armet, de Pan America, de prix Audi, de Fantastic, de PES, prix Ozone, National Magazine Award pour ses romans et nouvelles, puis ses contributions à la fiction. Bref, Stéphane est reconnu non seulement pour ses qualités de récit, mais également pour sa capacité à renouveler les codes du genre, à toucher un large public, à maintenir une protection littéraire même depuis plus de 5 décennies. Puis ses récompenses couvrent tous les formats, romans, nouvelles, essais, théâtre et adaptations. Puis Stephen King, c'est vraiment la genèse d'un maître du récit. Son père abandonne le foyer en 1949, laissant Ruth King seule avec 2 enfants. La famille déménage fréquemment, vivent dans des conditions très modestes. Très jeune, Stéphane est confronté à l'horreur, d'abord par un accident tragique, puis par des récits radiophoniques qui éveillent son imaginaire. C'est un enfant solitaire, souvent malade. Il commence à écrire dès l'âge de 6 ans. En 1958, sa mère lui offre sa première machine à écrire et c'est le début d'une vocation. Inspirée par les bandes dessinées de ses comics et les films d'horreur, elle rédige ses premières nouvelles. Elle découvre Lovecraft en 1960, ce qui marque un tournant dans sa sensibilité littéraire. Il a été au lycée de Lisbon Falls et il a écrit The Aftermath et travaille comme journaliste sportif. Il publie sa première nouvelle en 65, I Was a Teenager, Grave Robber, et commence à vendre ses récits à des magazines. À l'Université du Maine de 1970 à 6 à 10, 1970, il écrit Marche ou crève, Sword of the Darkness et les premières pages de Pistolero. Il rencontre Tabia Spruce et devient son épouse et son soutien indéfectible. Diplômé en littérature et en enseignement, King peine à trouver un poste. Il travaille dans une blanchisserie, vit dans une caravane et devient père de Naomi 1971, puis de Joseph Hillstorm en 1972. Malgré les refus d'éditeurs pour ses romans, Raise, Blaze, Running Man, il persévère, vendant des nouvelles sous un pseudonyme John Switchin et développant une dépendance à l'alcool. Dans cette période de lutte, Stéphane forge sa voix, celle d'un homme qui écrit pour comprendre, pour exorciser, pour survivre. Son œuvre naît dans la tension entre l'ombre et la lumière, entre la peur et la résistance.
En 1972, à l'âge de 25 ans, Stéphane commence Carrie, mais doute de son texte et le jette. Tabitha, son épouse, le récupère et l'encourage à poursuivre. Le manuscrit est accepté à Double Play en 73, qui lui verse une avance de 2 500 $. L'année suivante, les droits de poche ont été vendus à 400 000 $, ce qui permet à King de quitter l'enseignement et de se consacrer à l'écriture. Sa mère meurt peu après, ayant entendu Carrie lu par sa fille. Le roman paraît en 1974 et amorce une carrière fulgurante. Ça a tué sa mère, c'était trop plein d'horreur. Ouais. Bon, après la mort de sa mère, King déménage à Baudelaire où il écrit Shining, l'enfant lumière, inspiré d'un séjour au Stanley Hotel. De retour dans le Maine en 75, il publie Salem, une réinventation de Dracula et une petite ville américaine. Carrie et Salem deviennent des succès massifs en édition de poche. Puis Shining est la naissance du pseudonyme Bachman. En 1977, Shining paraît, explorant l'isolement, la folie et l'alcoolisme, le reflet inconscient de ses propres luttes. King adopte le pseudonyme de Michel Bachman pour rédiger Rage, un roman sombre sur un lycéen en crise. Il déménage brièvement en Angleterre où il rencontre Peter Straub, futur collaborateur. Puis en 78, il enseigne à l'Université du Maine. Il publie Danse macabre et le fléau, roman Ah, je vais le reprendre celui-là. Roman post-apocalyptique ambitieux qui lutte sur le bien et le mal. Malgré des coupes imposées, le fléau devient un classique. Donc, en 79, Marche ou crève paraît sous le nom de Bachman, suivi de Dead Zone, premier roman publié chez Viking Press. Explore le don de la précognition et les dilemmes moraux. Il devient le premier roman de King à atteindre la tête des best-sellers du New York Times. Et King entre alors dans une ère nouvelle, celle d'un auteur reconnu, prolifique et capable de transformer des ombres en récits universels. Bon, je vais vous avouer que il y a une longue carrière. Je saute un bout, mais je peux vous dire que Stéphane a écrit plus de 65 romans et œuvres qui ont été adaptés en plus de 105 films. Et il est un des auteurs les plus prolifiques et les plus adaptés de l'histoire contemporaine. Donc, publié 65 romans, dont plusieurs sous le pseudonyme de Richard Bachman. 11 recueils de nouvelles regroupant 200 nouvelles. Il a fait des essais et des mémoires, notamment au niveau d'écriture, mémoire d'un métier et de danse macabre. Et il a exploré plusieurs genres, l'horreur, le fantastique, la science-fiction, le thriller, le post-apocalyptique et le drame psychologique. Puis au niveau de ces adaptations cinématographiques et télévisées, ben les films qui ont été adaptés à ces œuvres, ben, il y a 105 films recensés, incluant des adaptations directes et des œuvres inspirées de récits, incluant des séries et des téléfilms comme Shining, Le Fléau, Salem, Monsieur Mercedes, Lisée et Story. Puis dans ces adaptations marquantes, là, bon, c'est ses plus gros succès, si on peut dire. Bon, Carrie en 76, Shining en 80, Stand By Me en 86. J'ai beaucoup aimé. C'est pas mal le seul film que j'ai vu de lui avec la ligne verte. Misery en 90, Les Évadés en 94, La ligne verte en 89, 19 dis-je, 100 en 2017 et Dr. Sleep en 2019. Mais il est également apparu dans plusieurs films, ben, en caméo, à la manière d'Alfred Hitchcock, et a parfois participé au scénario. Son univers continue d'inspirer le cinéma, la télévision, les bandes dessinées et même le théâtre. Et c'est pour ça que la cinquième trame sonore, je vous présente Shining, de Shining, on en a parlé un peu tantôt, où les murmures glacés de l'esprit sont fracturés. C'est composé par Wendy Carlos et Rachel Elkind. La trame sonore de Shining est une descente lente et hypnotique dans les abîmes de la psyché humaine.
Inspirée du roman de Stephen King, elle accompagne le glissement de Jack Torrance dans la folie, dans un hôtel où les murs murmurent et où le passé hante le présent. Le silence devient menace. Chaque note est une tension suspendue. Chaque dissonance est un reflet de l'isolement, de la peur et de la perte de repères. C'est une musique qui ne cherche pas à effrayer, elle observe, elle attend et elle envahit. Elle est le souffle glacé du surnaturel, le battement sourd de l'inconscient et le cri que personne n'entend. Stéphane incarne l'archétype du scribe alchimiste, celui qui observe les failles du monde et les transforme en récits. La Vierge, chez lui, est sombre, lucide, chirurgicale, capable de disséquer les peurs pour en extraire les vérités. Il porte une soif de vérité absolue, une intuition des mondes invisibles et une tension entre exploration et introspection. Ça résonne avec son goût pour les récits post-apocalyptiques et les dilemmes moraux, puis les voyages intérieurs. Mais Stéphane est à la fois un protecteur et structurant, familial et solitaire, émotif et discipliné. Son aura est celle d'un père karmique porteur de mémoire et de réparation. Puis son chemin de vie est le gardien du foyer, du lien, de la responsabilité. Stephen est un tisseur de famille fracturée, un réparateur de lignée, un passeur de mémoire collective. Il porte aussi le maître de la compassion universelle et de la transmission vibratoire comme un carton. Puis ensemble, c'est drôle parce qu'ils forment un axe de guérison par le récit. D'où le pourquoi ça doit venir de leur côté vierge. Les deux sont vierges, comme je l'ai dit tantôt. Au niveau de sa couleur d'âme, celui-là est particulier, c'est le premier. Il est rouge profond avec des éclats de noir et de turquoise. Le rouge est la force vitale, la rage transmutée, la passion du vivant. Le noir est la mémoire des ombres, la conscience des abscisses. Le turquoise est la porte vers l'invisible, la clairvoyance intuitive. Stéphane écrit avec une plume rouge, mais son encre est turquoise, il voit dans l'obscurité. Puis au niveau de sa famille d'âmes, il fait partie des veilleurs des seuils. Il appartient à une famille d'âmes qui veille sur les passages, les limites entre les mondes et les ondes de bascule. Ce sont des âmes qui écrivent pour exorciser, qui nomment pour libérer et qui mettent les récits, les traumas collectifs. Ils sont des gardiens du seuil, des scribes des fractures, puis des révélateurs des non-dits familiaux et sociaux. J'ai regardé dans son livre de vie en lien avec son incarnation aujourd'hui, là. J'en ai trouvé une, Irlande ancienne. C'est un barde, conteur dans une tribu celte, puis il porte des récits initiatiques et de légendes sombres. Il a travaillé, dans l'Europe médiévale, il a été un moine copiste, travaillant dans l'ombre à transcrire des textes interdits. En Amérique du 18e siècle, il était médecin de campagne, puis il y avait une plume aussi comme journaliste marginal, témoin des injustices sociales et porteur de vérité. Ça a été difficile, cette vie-là. Ça a brusqué beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de chicanes, beaucoup de confrontations. Ça a mal fini. Ça a mal fini pour son corps, en tout cas. Et oui, oui, et imaginez-vous qu'il y a de l'Atlantis et il y a de la Lémurie aussi. Fait que c'est une vieille âme. Puis il y a la mémoire d'un monde où les mots étaient des portails et où la peur était transmutée, entre autres, par le son. Et puis Stéphane est en phase de transmission karmique. Il a transmuté ses blessures, abandon, dépendance, précarité, en offrande littéraire. Son âme est aujourd'hui dans des plans de réparation collective où il libère des mémoires familiales, nomme les traumas et offre des récits comme rituels de guérison. Et son énergie est active dans les lignées d'écrivains, de thérapeutes et de rêveurs lucides. Il veille sur les enfants qui ont peur, les adultes qui n'osent pas dire et les familles qui cherchent à reconstruire. Et puis, la dernière trame sonore de l'émission aujourd'hui, c'est son film Cujo, La peur à huis clos et le monstre ordinaire. Comme je dis, j'ai pas vu grand-chose de lui, mais mon père l'a vu, le film, il m'avait dit, oh, Cujo. Fait que oui, il avait été saisi. Alors, je me suis dit, tiens,
Si c'est saisissant, on va vous le présenter. C'est donc adapté du roman de Stephen King, puis nous enferme dans une tension suffocante, presque animale. Ici, l'horreur ne vient pas d'un démon ou d'un fantôme, mais d'un chien familier devenu prédateur. Un symbole de peur qui surgit là où l'on croyait être en sécurité. Donc la musique minimaliste et nerveuse suit la montée de la panique et le désespoir d'une mère et de son enfant piégé dans une voiture où c'est impossible de fuir. Chaque note évoque l'instinct, l'enfermement, la survie, et chaque question lancinante, que devient l'amour quand il est cerné par la peur? C'est une bande son qui ne crie pas, elle gronde, s'approche et attend. Mais j'ai voulu faire un échange quand même avec Stephen King parce que j'aime échanger avec les armes. Et je lui ai offert la bénédiction du regard aimant sur l'ombre. Oui, je trouvais que j'avais de la facilité là-dessus. Donc, c'est une énergie qui voit sans juger, qui accueille sans effacer et qui guérit sans brusquer. J'ai offert à Stéphane la reconnaissance vibratoire de son courage, celui d'avoir nommé les peurs, d'avoir transmuté les traumas, d'avoir écrit là où les autres se seraient tus. Et je lui offre également la paix intérieure, celle qu'il n'a pas toujours connue dans sa vie terrestre. Parce que je suis une âme jaune, j'ai beaucoup de paix. Mais en même temps, je lui apporte le sanctuaire du féminin guérisseur, qui est aussi une de mes grandes forces. C'est comme si je lui ai offert un espace où l'enfant blessé en lui peut être entendu, où le père karmique peut être honoré, où le créateur peut se reposer. C'est comme un rituel de reconnaissance, comme une lumière posée sur des blessures transmutées, sur une vibration qui dit, tu as bien fait, tu as bien veillé, mais tu peux maintenant te déposer. Puis également, c'est comme des codages de la mémoire des âmes qui lisent pour guérir. Comme si je lui offrais comme une certitude que ces récits ont porté de la guérison, que ces mots ont permis à des milliers d'âmes de traverser leurs propres ténèbres. Et je lui offre également la gratitude des lecteurs invisibles, ceux qui n'ont jamais écrit à lui, mais qui ont été sauvés par une phrase, une scène ou une vérité. Et il a participé également pour moi, mais pour vous aussi. Il a voulu nous offrir la permission de nommer l'indicible. Stéphane nous offre la permission sacrée de dire ce qui fait peur, de nommer les blessures, de raconter les secrets familiaux. Et nous dit, ce que vous cachez vous consume, ce que vous nommez vous libère. Il offre également la sagesse du récit comme rituel. Il offre la structure du récit comme médecine, début, tension, révélation, résolution. Il nous enseigne que chaque vie peut être racontée, que chaque trauma peut devenir un chapitre et que chaque silence peut devenir une voix. Et la mémoire des enfants qui ont survécu. Il offre à tous ceux qui ont grandi dans le chaos, la pauvreté, l'abandon, la preuve qu'ils peuvent créer malgré tout. Et il nous dit, vous n'êtes pas vos blessures, vous êtes ce que vous en faites. Et dernier cadeau, si on peut dire, c'est une clé pour traverser les ténèbres. Ils offrent une clé vibratoire à ceux qui sont dans le tunnel. Il nous dit, écrivez ce que vous n'osez pas dire, lisez ce qui vous fait trembler et créez même si vous avez peur, car c'est dans ce tremblement que naît la vérité vibratoire. Ah! Bon, je poursuis avec la bénédiction finale pour Stephen King, le gardien des seuils et le tisseur des ombres. Stéphane, toi qui as écrit dans la nuit pour que d'autres trouvent le jour. Toi qui as traversé les peurs pour que d'autres puissent les nommer, toi qui as porté les récits comme des torches dans les couloirs du silence, nous te bénissons. Que ton âme repose dans la paix des mots justes, que tes blessures transmutées deviennent des portails de guérison pour les générations à venir, que ton regard sur l'ombre soit reconnu comme une lumière. Nous honorons ton courage de dire ce que le monde préfère taire,
ton humilité face à la douleur et ta fidélité à ceux qui n'ont pas de voix. Que les enfants qui ont eu peur du noir sentent ta présence à leur côté, que les écrivains qui doutent entendent ton souffle dans la plume et que les familles fracturées trouvent dans tes récits un chemin vers la réconciliation. Stéphane, tu es un veilleur, un passeur, un guérisseur par le récit. Nous te disons merci. Tu peux te reposer. Ton œuvre veille, ton âme éclaire, ta transmission continue. Que la paix soit ta demeure, que la mémoire soit ton offrande et que la lumière soit ton héritage. Et voilà, chers auditeurs et auditrices de conscience, l'émission 130 s'achève doucement comme une bougie qui continue de brûler dans la nuit, même après que les mots soient tus. Merci d'avoir été là avec nous dans ce spécial Halloween où les voiles s'amincissent, où les âmes se rencontrent et où les récits deviennent des portails de guérison. Merci à vous pour votre écoute fidèle, votre présence vibratoire et votre partage généreux. Et un immense merci aussi à Lynn et Benoît pour leur soutien et leur rigueur et leur cœur dans la contribution de cette émission. Rien de tout cela ne serait possible sans eux. Merci à vous qui écoutez depuis chez vous, en voiture, en forêt, en silence ou en mouvement. Vous êtes la raison pour laquelle cette émission existe et ensemble, nous avons traversé aujourd'hui les enjeux vibratoires du Moyen-Orient avec conscience et lucidité, les mystères d'Agatha Christie, gardienne des secrets et des silences révélateurs, et les ombres transmutées de Stephen King, scribe des seuils et passeur de vérité. Ces âmes nous ont offert des messages puissants, des clés, des bénédictions, et la semaine prochaine, nous poursuivons ce tissage avec deux présences lumineuses et profondément humaines, Mark Harmon, porteur de loyauté tranquille, et Simon Baker, messager du regard lucide et du charme guérisseur. Deux âmes très attachantes à découvrir dans l'émission 131. En attendant, aimez notre page Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez les segments qui vous touchent et faites circuler la lumière car chaque geste compte, chaque écoute est une offrande. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de votre vérité et souvenez-vous que vous êtes suffisant, ce que vous portez est précieux et ce que vous transmutez est sacré. À très bientôt dans la conscience. Soyez heureux, soyez bénis. Namaste.